Bonjour à tous et merci au comité scientifique pour cette invitation. Effectivement, je vais vous parler, je vais essayer de répondre à la question de la problématique de l'association gamma-pathie monoclonale et amylose à transthyrétine et jusqu'où faut-il aller. En fait, cette question, elle pose la question du typage et cette question du typage, elle va légitimement orienter la thérapeutique et on sait aujourd'hui que ce sont des thérapeutiques complètement différentes en fonction du type qu'on va avoir et au niveau cardiologique. Si on s'intéresse à l'amylose cardiaque, c'est essentiellement deux types prédominants que sont l'amylose AL et l'amylose à transthyrétine. Et du fait de l'augmentation des techniques non invasives de diagnostic, en fait, on a vu augmenter et exploser le nombre d'amylose à transthyrétine et cette question du typage devient du coup un élément central de notre quotidien. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples finalement des dernières avancées thérapeutiques et finalement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais juste pour qu'on réalise qu'on est sur deux profils complètement différents de prise en charge et du coup, le typage est essentiel puisqu'il est évident que traiter une amylose à transthyrétine sauvage par des chimiothérapies ne va pas régler son problème. Inversement, les nouvelles thérapeutiques de la transthyrétine qui arrivent ne traiteront pas le problème de l'amylose AL. Alors pourquoi cette problématique est importante? Parce qu'en fait, si vous prenez ces données autopsiques, vous apercevez que dans une population d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, vous avez à peu près 15% d'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage. Et en fait, ce qui est assez intéressant de voir, et j'insisterai sur ce point parce que vous allez voir que je vais revenir dessus, on s'aperçoit que plus la population vieillit et plus cette prévalence de la transthyrétine est importante et vous voyez que chez les sujets de plus de 80 ans, on peut atteindre jusqu'à 35-40%. Et puis vous voyez que si on arrive à 90 ans, on atteint des prévalences assez importantes. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que ce sont les hommes qui sont plus touchés que les femmes. De la même façon, si on s'intéresse aux canaux carpiens, on s'aperçoit qu'on a une forte prévalence de l'amylose à transthyrétine et encore une fois prédominant chez les hommes. Et vous le savez, la transthyrétine, elle peut être sauvage, mais on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a une population de transthyrétine mutée. Et dans cette étude, eh bien, on avait 5% dans cette étude de patients qui étaient porteurs d'une hypertrophie ventriculaire gauche. On avait 5% de mutation de la transthyrétine qui était à l'origine de la cardiopathie. Et si on se focalise exclusivement chez les sujets un peu plus vieux, et je reviens encore une fois sur l'âge, eh bien, on s'aperçoit qu'on avait quasiment 8% de ces patients qui avaient une mutation de la transthyrétine à l'origine de cette cardiopathie. Donc finalement, on se retrouve en face de patients qu'on a quotidiennement, des patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche, pourquoi pas une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et je vous le dis, dans cette population, on va de 8% dans l'hypertrophie pour la mutée à 15% dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée de nos patients qui vont avoir une amylose cardiaque à transthyrétine. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on soit capable de le typer. Pourquoi? Parce que nous avons des arguments cliniques, la pression artérielle, nous avons des arguments électrocardiographiques, nous avons des arguments échocardiographiques qui vont nous permettre d'orienter vers l'amylose cardiaque, mais finalement on reste sur un profil aspécifique et aucun de nos arguments cliniques ou de nos arguments d'imagerie, avec pourquoi pas même le recours à l'IRM cardiaque, eh bien, va nous permettre de typer cette amylose. Donc la question du typage est essentielle et cette question du typage, elle a été révolutionnée, je dirais, il y a quelques années par l'avènement et l'explosion de la scintigraphie osseuse en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez marrant, c'est que la publication qui a vraiment lancé la technique, elle date de 2005. Et en fait, si vous faites la littérature, la technique a été décrite en 1977 et déjà à l'époque, en utilisant des traceurs osseux, on s'apercevait que de temps en temps, on avait une fixation du myocarde, comme vous voyez ici, plus ou moins intense, et puis parfois extrêmement intense, tellement intense qu'il y avait une fixation également des tissus mous qui venait éteindre en fait le squelette osseux. Et finalement, ces patients, eh bien, à partir du moment où vous avez une fixation du traceur osseux sur le myocarde, eh bien, on est en face d'une amylose cardiaque. Et c'est récemment qu'a été réalisé un consensus qui nous dit que dans un contexte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, dans un contexte clinique évocateur, face à des arguments électrocardiographiques, échocardiographiques et pourquoi pas IRM, eh bien il faut aujourd'hui avoir recours à cette scintigraphie osseuse qui va nous permettre de faire le typage. Et si on a un grade 2 ou 3, c'est-à-dire une fixation intense du myocarde, et ce en l'absence d'anomalies monoclonales au niveau des protéines sériques ou en absence d'anomalies
anomalie des chaînes légères, et bien dans ces cas-là, et en cas de fixation intense, et bien on peut confirmer le diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine sans recourir à une analyse histologique, ce qui quand même, on le sait, dans le domaine de l'amylose, est relativement exceptionnel puisque la norme, veut qu'on recourt systématiquement à l'histologie. Donc pour la première fois, finalement, on avait une technique non invasive qui nous permettait d'affirmer un diagnostic sans recourir à l'histologie. Mais finalement, encore une fois, et j'insiste, en l'absence de pic monoclonal, en l'absence de gammapathie monoclonale ou d'anomalie des chaînes légères au niveau des protéines sériques. Et en cas d'anomalie, comme on le voit ici, eh bien on se retrouve finalement dans la nécessité d'avoir recours à l'histologie. Alors la problématique, c'est que finalement, je vous le disais, cette amylose à transthyrétine, qu'elle soit sauvage ou mutée, elle a tendance à toucher des sujets âgés. Parce que même dans sa forme mutée, on sait que les manifestations cardiaques elles vont se faire aux alentours de 70 ans, même pour les mutations à tropisme cardiaque. Et dans la forme sauvage, je vous l'ai montré, plus on avance en âge et plus on va se retrouver avec une prévalence qui va augmenter. Et ce qui est assez intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on va avoir exactement la même chose pour les anomalies monoclonales au niveau d'une large population générale. Et on le voit, en fait, ça peut atteindre jusqu'à 5% après 70 ans et puis 8% chez l'homme après 80 ans. Et finalement, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une prédominance chez l'homme de ces anomalies monoclonales par rapport à la femme et on se retrouve avec un profil un petit peu superposable à ce qu'on trouve dans l'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage. Donc l'algorithme que je vous montrais tout à l'heure, finalement, là, n'est plus valable puisqu'à partir du moment où on a une anomalie monoclonale, on va devoir avoir recours à l'histologie. Et si vous prenez cette série de la Mayo avec un évident biais de sélection puisque ils ont un recrutement ciblé de ces patients, eh bien ils retrouvaient 23% d'anomalies monoclonales chez leurs patients porteurs d'une amylose à transthyrétine sauvage. Mais finalement, vous tous qui êtes ici faites de l'amylose, donc on peut se dire qu'on a un recrutement qui nous aussi est ciblé et ça veut dire que dans notre population d'amylose, eh bien on a un quart de nos patients chez qui va se poser la question en fait et chez qui il va falloir qu'on soit capable de trancher sur le typage. Et on le sait, finalement, l'analyse des protéines monoclonales au niveau des échantillons sanguins et urinaires, que ce soit par immunofixation ou par analyse des chaînes légères, est insuffisante pour prédire le type d'amylose. Et dans ces cas-là, il va falloir dépasser ça et avoir recours à d'autres techniques. Alors on l'a vu, la génétique a une place extrêmement importante sur le versant transthyrétine mutée, mais comme je vous le montrais, finalement, ce n'est pas l'essentiel de la population, puisque l'essentiel de la population aujourd'hui, si avant elle était une population rare, et bien aujourd'hui c'est la population prédominante, ça va être l'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage et dans ces cas-là, la génétique, si elle est négative, ne permettra pas de trancher. Et dans ces cas-là, il faudra qu'on ait recours obligatoirement à une analyse histologique et la problématique dans ce type d'amylose est que finalement le recours aux biopsies périphériques est assez pauvre et là je vous ai mis des séries qui étaient plutôt centrées sur l'amylose à transthyrétine mutée. On sait que dans la sauvage, on a des résultats encore plus bas, à savoir que la rentabilité des biopsies périphériques est plutôt médiocre. Et dans ces cas-là, eh bien, on n'aura pas le choix que d'avoir recours à la biopsie myocardique avec, on sait, les réticences qu'on peut avoir sur une population vieillissante, sur une population fragile, avec une rentabilité qui n'est pas non plus de 100%, avec une rentabilité qui va augmenter avec le nombre de fragments qu'on va collecter, donc la nécessité de prendre plusieurs fragments et du coup d'augmenter le risque. Et dans cette série, une complication des procédures de l'ordre de 3%, ce qui n'est pas négligeable, particulièrement sur une population un petit peu fragile. Mais une fois qu'on a eu recours finalement à ces biopsies, une fois qu'on a un échantillon tissulaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le marquage, l'immunomarquage avec les anticorps anti-transthyrétine est producteur de beaucoup de faux positifs et a une faible valeur prédictive positive. Et quitte à avoir recours à la biopsie myocardique, dans ces cas-là, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout et à faire une analyse protéomique qui nous permettra d'être formel sur le diagnostic de transthyrétine, puisque quitte à recourir à de l'histologie et à avoir un enjeu thérapeutique derrière, eh bien, autant être certain que la thérapeutique appliquée correspondra au diagnostic final. Donc finalement, en pratique, et si on doit faire une synthèse de tout ça, ce qu'on pourrait proposer, eh bien, c'est face à une suspicion clinique, de faire bien évidemment d'intégrer le contexte clinique périphérique. Est-ce qu'il existe une neuropathie? Est-ce qu'il existe un canal carpien ou des antécédents de canal carpien? Encore qu'on sait tous que ça, c'est pas du tout spécifique de la transthyrétine et que là, elle aussi peut produire ce type de symptômes et d'antécédents. On aura recours aux examens non invasifs, échocardiographie et IRM
IRM pour confirmer ou en tout cas fortement suspecter le diagnostic d'amylose cardiaque. Et dans ces cas-là, on aura recours à la scintigraphie osseuse qui nous permettra de voir si oui ou non il existe une fixation intense. Et s'il existe une fixation intense, eh bien on ne pourra affirmer le diagnostic d'amylose à transthyrétine que s'il n'existe pas d'anomalie monoclonale et d'anomalie des chaînes légères au niveau des protéines sériques. En cas de gammapathie monoclonale, eh bien dans ces cas-là, on aura forcément, et pour répondre à la question qui est posée, jusqu'où faut-il aller? Eh bien, il faudra forcément avoir recours à des biopsies, idéalement des biopsies périphériques, tout en gardant à l'esprit que la rentabilité de ces biopsies périphériques est relativement faible. Et dans ces cas-là, il ne faudra pas hésiter à avoir recours à la biopsie endomyocardique. Et par exemple, dans notre centre, eh bien, si à une époque on avait diminué nos nombres de biopsies, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, puisqu'on diagnostique de plus en plus de patients et la question se pose de plus en plus. Et quitte à avoir fait cette analyse histologique, eh bien autant recourir à la protéomique pour être certain du diagnostic, étant donné le nombre de faux positifs pour la transthyrétine de l'immunomarquage. Mais tout ça, bien évidemment, il va falloir le réintégrer dans le contexte clinique parce que je suis en train de vous dire qu'il va falloir faire des biopsies myocardiques à 5% des patients qui ont une amylose à transthyrétine et que vous allez voir, ça représente un nombre extrêmement important de patients et la question est quel est l'enjeu thérapeutique derrière et quel est l'état général du patient. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, on se situe face à une population vieillissante, souvent qui a de nombreuses comorbidités et qui ont des cardiopathies évoluées, des fois à des stades très avancés d'insuffisance cardiaque et dont les thérapeutiques, on le sait, ne nous permettront probablement pas de revenir en arrière. Et dans ces cas-là, la question est est-ce qu'il faut aller aussi loin dans la démarche diagnostique? Donc pour conclure, gardez à l'esprit que la transthyrétine et les amyloses cardiaques à transthyrétine représentent 15% de nos insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée représente 50% de l'insuffisance cardiaque. Donc vous imaginez le nombre de patients qui gravitent autour de nous et que cette prévalence elle va augmenter avec l'âge, tout comme les gammapathies monoclonales, et qu'à partir de là, la scintigraphie myocardique potentiellement pourra être prise à défaut. Sans être prise à défaut, ne permettra pas de conclure de façon formelle à une amylose à transthyrétine et dans ces cas-là, il faudra recourir à la biopsie et étant donné les faux positifs de l'immunomarquage, ne pas hésiter à recourir à la protéomique et bien évidemment intégrer tout ça dans un contexte clinique de façon à tenir compte des comorbidités et de l'état du patient. Je vous remercie. Merci Olivier. Il nous reste 2-3 minutes maximum pour quelques questions. Il y en a dans la salle? Oui, donc tu as dit qu'en cas de fixation osseuse, à la scintigraphie, tu allais quand même jusqu'à la biopsie myocardique s'il fallait, même si c'est un stade 2 ou 3 En fait, donc la scintigraphie, c'est un super examen, mais il ne faut pas qu'il y ait d'anomalie monoclonale ou d'anomalie des chaînes légères. S'il n'y a pas d'anomalie monoclonale de l'anomalie des chaînes légères, eh bien, la fixation intense, grade 2 et 3, permet d'affirmer le diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine. Et ensuite, on s'arrête là, si ce n'est qu'on fait de la génétique, effectivement, pour savoir si on est sur une forme mutée ou sauvage. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de recourir à la biopsie. Le problème est en cas de présence d'une anomalie monoclonale, et c'est 5% de nos patients, finalement, si on regarde les stats. Et du coup, là, malheureusement, une AL peut fixer avec un grade 2 ou 3. Une amylose cardiaque à elle peut fixer avec un grade 2 ou 3. Et quand on connaît l'enjeu thérapeutique derrière et surtout l'impact pronostique du traitement, on peut décemment pas se passer d'un diagnostic certain. Et dans ces cas-là, il faut recourir de façon formelle à la biopsie, si le patient a un état général qui le permet, bien sûr. Qu'en fait, la scintille, là, t'aide pas du tout quoi, dans cette situation-là. Oui, limite, on pourrait se poser la question, en cas d'anomalie monoclonale, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la scintigraphie? La réponse, elle pourrait être, effectivement, je me suis fait la réflexion en préparant la présentation, la réponse, elle pourrait être non, on n'a pas forcément besoin de la scintigraphie. Si on a une anomalie monoclonale, de toute façon, on sait qu'on va devoir recourir à un moment ou à un autre à une preuve histologique, idéalement périphérique, avec une rentabilité qu'on connaît. Si je peux me permettre un commentaire suite à ce que tu viens de dire à l'instant, moi je pense qu'il faut faire une scintigraphie osseuse à tous les patients qui ont une amylose AL, traitée avec une cardiopathie amyloïde. Je vais à l'inverse en fait, c'est qu'on redresse des diagnostics d'amylose TTR, on a des patients qui ont des myélomes, des gammapathies avec des amyloses rénales ou autres, et qui ont une amylose sénile cardiaque.
et donc qui nous sont envoyés d'ailleurs par les hématologues parce que la chimio a bien marché, ils ont bien répondu, puis ils continuent de se dégrader au niveau cardiaque. Donc nous, on fait des scintilles osseuses à tout le monde. Nous, on les fait aussi à tout le monde, les scintilles osseuses. Et en fait, quand ils fixent, on se pose la question finalement, est-ce que c'était vraiment une AL ou est-ce que c'est une TTR, et ça nous permet d'avancer vu la complexité. Quand ils se fixent, on pose aussi la question, mais tu n'élimines pas un diagnostic d'AL avec un grade 3. Ah non, du tout. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. À l'ISA, les Anglais ont montré leurs travaux sur la scintille dans les amyloses AL. Il y a 5% des AL qui fixent en score 2, 3, et c'est celles qui ont le plus mauvais pronostic. Oui, après, c'est un impact pronostic. Donc, c'est un impact pronostic dans la L et c'est un impact diagnostic qui nous permet, vu la complexité, et finalement, les patients, ils ont plein de choses associées. Et du fait de l'âge, comme tu le dis, là, j'ai un problème où, en fait, ces maladies se développent et qu'on peut avoir une amylose systémique non cardiaque, on va dire AL, et avoir une wild type cardiaque et savoir ce qu'on traite, c'est primordial. Donc, chronique je pense que même la scintille, tu vois, enfin, j'irais dans l'autre sens. Ok, je crois qu'il y a une dernière une question au fond. Tout au fond. Ah mince, j'ai loupé mon tour. Dans quel sens elle va vous aider si elle peut fixer dans l'amylose AL? Est-ce qu'il ne faut pas aller à la biopsie si ça fixe dans les deux? Comment on fait le diagnostic? Juste pour faire simple, hein, la problématique qui se posait ici était la problématique de l'existence concomitante d'une anomalie monoclonale ou d'une anomalie des chaînes légères. Ce qui n'est pas la majorité des cas. Dans 95% des cas, il n'y a pas d'anomalie. Et là, la scintigraphie osseuse est primordiale parce qu'en fait, elle va trancher. Elle va permettre d'affirmer un diagnostic de transthyrétine sans recourir à l'histologie. Ensuite, quand on se retrouve dans 5% des cas où il y a l'anomalie monoclonale, et là, effectivement, l'interprétation de la scintille devient complexe et elle a un impact pronostic. Elle va permettre, en cas de fixation intense, tu le dis Thibaut, potentiellement de se réinterroger, mais de toute façon, il va falloir à un moment ou à un autre recourir à une preuve histologique. Et la scintille osseuse, c'est le papier que je vous montrais de 2016, c'était un peu la révolution de dire on va pouvoir travailler sur de l'amylose sans preuve histologique, ce qui est quand même, enfin vous le savez mieux que moi, qui a été quand même un tournant dans l'approche diagnostique et le typage. Je réponds ou pas, tu me laisses? Non. Dans 95% des cas, la scintille est normale dans les amyloses AL. 95% des cas, c'est normal. Dans 5% des cas, si ça fixe, eh ben, on s'interroge, est-ce que c'est vraiment une amylose AL cardiaque? Et donc, ça nous permet de réfléchir et de voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Donc, on a des amyloses héréditaires aussi, enfin plein de choses qui apparaissent. Et c'est une aide diagnostique, mais dans la plupart des cas, c'est normal. Et c'est le fait que ce soit normal qu'on est rassuré et qu'il n'y a pas de problème cardiaque TTR. C'est une question brûlante. Arnaud Jacquard, oui. Oui. Ah non, pardon. Juste pour la petite parenthèse, Thibaut, attends, c'est important de le dire, une absence de fixation n'exclut pas la L. Hein. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Arnaud Jacquard, oui. Tu dis 5%, mais en fait, c'est plutôt dans les papiers 25% font des immunoglobulines monoclonales. Donc ça fait beaucoup de malades. Alors, si j'ai dit 5% sur une population générale, en fait, c'est le papier de Kyle de New England, c'est 5%, enfin 5 à 8% en fonction de l'âge, en fonction du sexe, sur de la population générale. Mais c'est le papier de la Mayo que je montre derrière, effectivement, où eux, ils trouvent 23%, avec un évident biais de sélection. Mais il n'y a pas que ce papier-là, il y en a plusieurs. Oui, et le deuxième papier que je montre derrière, où ils font l'analyse de l'impact de l'échantillonnage sanguin, etc. C'est pareil, ils trouvent exactement le même chiffre, c'est 25%. Mais à chaque fois, ce sont des populations sélectionnées. Il n'empêche que nous, tous ici, avons des populations sélectionnées. Donc on peut considérer que dans notre pratique quotidienne, on est sur du 25%, et cette problématique se pose. Est-ce que vous avez regardé, vous qui avez des grosses séries, Thibaut aussi, si vous prenez les malades chez qui ça a été diagnostiqué par hasard dans le bilan d'un cancer de la prostate, par exemple, là, ça vaudrait vraiment le coup, parce que là, il n'y a pas de biais. De voir si à ce moment-là, tu as ce biais avec 25%. Alors, le problème, c'est qu'on en a tous. Hein, on en a régulièrement qui nous sont adressés sur des incidentalomes, on va dire, entre guillemets. Le problème, c'est que si on prend les séries dans la littérature, c'est 0,75% des scintilles osseuses qui fixent de façon fortuite sur le cœur. Du coup, pour faire des stats sur c'est très compliqué. Non, mais juste regarder chez ces malades qui ont vraiment une amylose. Moi, j'en ai vu encore la semaine dernière. Ce bilan de cancer de la prostate, ça fixe, ils te l'envoient. Et ceux-là, à mon avis, ils ne vont pas avoir plus de 5%, je pense, sauf s'il y a un lien entre l'immunoglobuline monoclonale. Oui, tout à fait. On est sur de la population générale. Et dans les données de la Mayo, tu as vu que si ça entraînait une anticipation d'une façon ou d'une autre de la maladie? En gros, si la présence d'un pic monoclonal va avoir un impact sur la survenue de
Alors en fait, il vient de publier le suivi à 10 ans de la série qu'il avait publiée en 2006. Donc en fait, là, le papier vient de sortir en 2018. Effectivement, tu as une augmentation de la présence d'un pic monoclonal de signification indéterminée, un MGUS, augmente effectivement le risque de développer derrière une amylose ou une pathologie hématologique. Une amylose AL, oui, mais une TTR, on ne sait pas. Non, Est-ce que vous distinguez quand il y a un excès ou pas de chaîne légère? Parce que c'est rare de voir une amylose AL cardiaque sans excès de chaîne légère. Donc ça, je ne crois pas que dans le papier... On le distingue, mais ça n'empêche pas. Donc ça, finalement, sur la démarche diagnostique...